Bonsoir. J'espère que vous avez toujours la forme. On a eu un débat très animé à l'instant sur la question de l'océan. Et on a beaucoup abordé le rôle des citoyens, de ce qu'on pouvait faire à notre petite échelle. Et ce qui est bien, c'est que ça nous fait une formidable transition pour ce nouvel échange, qui est le dernier de la journée avant la conversation de ce soir avec Stéphane Durand et un joli panel d'invités. Et voilà. Depuis ce matin, on n'a pas cessé de le rappeler à quel point on a besoin de réconcilier humanité et biodiversité. C'est le sujet du jour, sachant que, vous le savez, la biodiversité, c'est un petit peu notre assurance vie. Et maintenant, on va voir comment est-ce que nous, on peut essayer de contribuer à tout ça. On est tous pleins de vie, on partage, on l'a vu, nombre de richesses, de ressources en commun. Notre droit de vivre n'est pas supérieur au reste du vivant et repose sur de nombreuses interdépendances. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on sait comment on agit, comment on se reconnecte au vivant? Je pense que c'est plein de questions qu'on peut se poser à titre individuel. Il y en a déjà qui l'ont posé tout à l'heure en posant des questions. Et vous allez voir, c'est qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, il y a des choses à faire. On peut se changer de l'intérieur, un peu comme Pierre Rabhi nous le disait ce matin. Et vous allez voir, avec les échanges qu'on va avoir là, c'est prouvé maintenant scientifiquement, alors ça passe aussi par le sensible, on l'a vu tout à l'heure avec François Sarano, mais que quand on est connecté, on se rend compte que la nature nous fait du bien. Et ça, ce sont des éléments, voilà, quand on est en lien avec les éléments, on est aligné, enraciné, ancré. Les travaux d'éco-psychologie le montrent à merveille, ainsi que les liens qu'on peut faire entre psychologie et écologie. Et ça va être un peu le thème de notre discussion, ainsi de ce qu'on peut faire avec quels outils aujourd'hui. Donc, comme il est un peu tard, moi j'ai une grosse journée, je vais vous proposer qu'on fasse un petit exercice, qu'on fasse un petit temps de pause. Je ne sais pas si ça vous va, je ne voulais pas proposer encore cette cartouche, mais voilà, fermez les yeux, parce que là on va juste descendre un peu dans ce qu'on peut faire, se reconnecter, étirez-vous, je ne sais pas, pensez quelque chose qui vous fait du bien. C'est un petit exercice, on pourra en revenir, Lisa en parle dans son ouvrage. Voilà, parfois juste se projeter dans un endroit de nature qu'on aime bien et se dire ah, là ça me fait du bien, ça me ressource, et rien que cette pensée me permet aussi de me réaligner. Donc je vous laisse un tout petit peu de temps avant qu'on rentre dedans. Voilà. Est-ce que vous pourriez mettre vos masques, s'il vous plaît? C'était donc pour se reconnecter. La distanciation sociale, c'est compliqué. Mais on va quand même commencer. Alors, du coup, je vais vous présenter les intervenants, encore une fois passionnants qu'on a avec nous, et passionnés surtout. Et je vous assure qu'ils vont vous donner envie d'agir. En tout cas, ils sont pleins d'anecdotes et de ressources qui m'ont fait du bien quand on a discuté. À ma gauche, Alexandre Jost, vous êtes le fondateur de la fabrique Spinoza, un think tank du bonheur citoyen. Vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. À côté de vous, Lisa Garnier, qui est naturaliste, écologue, autrice de Psychologie positive et écologie, une enquête sur nos relations émotionnelles à la nature. Et vous êtes par ailleurs conseillère scientifique chez RTE. Et à côté de vous encore, Grégoire Loïs, ornithologue, chercheur au Muséum national d'histoire naturelle et coordinateur du programme de sciences participatives Viginature, auteur de Ce que les oiseaux ont à nous dire aux éditions Fayard en 2019. En fait, notre perte de contact au vivant, de sens, de connexion, ne date pas du confinement. Beaucoup s'en sont rendus compte à cette occasion. Ça fait plusieurs décennies qu'on se déconnecte, que nos enfants ont des expériences de nature de plus en plus réduites, et la littérature qui aborde ces sujets est aussi de plus en plus nombreuse. Certains chercheurs parlent même d'amnésie environnementale générationnelle, c'est vous dire. Et là-dessus, il y a beaucoup de travaux qui sortent de plus en plus. Et la nature est absente de nos vies, nous l'avons oubliée, négligée, exploitée. Alors, Lisa Garnier, vous avez... avant, vous bossiez au Muséum d'histoire nationale, vous étiez aussi au programme Viginature, vous connaissez bien les sciences participatives. À un moment, vous êtes sorti un petit peu de votre approche rationnelle des choses pour plonger dans les travaux justement qui traitent d'éco-psychologie. Et votre livre, en fait, relate toute cette démarche que vous avez faite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre approche, sur pourquoi rapprocher ces deux disciplines et ce que vous avez pu observer? Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être là. Oui, ça a été un long cheminement, cette découverte et ce travail sur la psychologie positive, puisque en tant qu'écologue, j'ai toujours voulu mettre en avant la biodiversité avec des faits scientifiques, en ayant des preuves, en ayant des chiffres. Tout à l'heure, François nous parlait justement des chiffres.
Et je me suis rendu compte petit à petit, au cours de mes différents travaux, parce que j'ai beaucoup changé de travail. J'ai été journaliste, j'ai coordonné des ouvrages, j'ai voulu créer une société pour remettre de la biodiversité dans la ville. J'ai été au muséum, j'ai été au ministère pour travailler auprès du ministre, et maintenant je suis chez un industriel. Donc tout ça, ça a créé un chemin et ça a créé une connaissance et des expériences en lien avec le vivant. Et finalement, je me suis rendu compte que on avait beau dire des chiffres, on avait beau donner du rationnel, ce n'est pas le rationnel qui fait avancer, mais c'est bien l'irrationnel. Donc j'étais au muséum justement et j'ai suivi une formation, je voulais me former et je me suis mis sur la plateforme EDX, un MOOC, et je suis tombée sur la page de garde. Je me disais qu'est-ce que je vais faire, et je tombe The Science of Happiness. Je me suis dit waouh, une science du bonheur, mais c'est dingue, faut que je trouve, faut que je cherche, faut que j'essaye. Et c'était pas des blagues, c'était vraiment scientifique. C'était l'université de Berkeley qui travaillait sur les émotions positives, et plutôt que de travailler sur pourquoi on va mal, pourquoi on est anxieux, pourquoi on est dépressif, là l'idée c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui nous meut dans la vie, et comment nos émotions positives nous font agir au quotidien. Et comme quoi, on peut aussi changer. C'est pour ça qu'ils proposent des exercices. Et là, je voudrais vraiment dire que ce n'est pas du développement personnel. C'est-à-dire que scientifiquement, on peut, en effet, par des exercices, et ça demande un effort. C'est comme faire du vélo. C'est-à-dire que ça se travaille tous les jours pour contrer nos émotions négatives qui, dans notre cerveau, ont de toute façon plus de poids que les émotions positives. Mais bon, peut-être que... Voilà, l'idée, c'était de commencer à détailler un petit peu, justement, les travaux un peu clés sur ce sujet. Pourquoi, à ce moment-là, rapprocher la psychologie de l'écologie, de nos émotions, de ce qu'on peut vivre en nature. Ça, c'est un champ de recherche qui reste relativement jeune, en fait. Alors, donc, autant je pouvais faire des exercices, autant donc on pouvait apprendre sur les différentes émotions, et notamment il y a une émotion qui s'appelle l'eau, enfin on peut l'appeler la transcendance, l'émerveillement. Ça s'écrit AWE en anglais en fait, mais c'est vrai qu'il n'y a pas, c'est l'effet waouh en fait, c'est ça la traduction la plus. C'est quand on est face à quelque chose de merveilleux, quand on se retrouve par exemple sous les étoiles, une nuit étoilée, on voit la Voie lactée, on se sent plus petit qu'eux, ou on se sent sous des arbres, mais c'est un sentiment qu'on peut aussi avoir, tous en commun, on est ici tous ensemble, et c'est assez formidable de se retrouver tous là à parler d'agir pour le vivant, et vous m'écoutez tous là, enfin, c'est quand même incroyable comme situation, et c'est pas tous les jours. Et c'est pas lié qu'à la nature en fait. C'est pas lié qu'à la nature. Mais dans un certain nombre de cas, dans 40% des cas, c'est lié à la nature. Donc c'est face à des paysages ou une découverte d'un insecte, la beauté du papillon, des ailes de papillon, etc. Et c'est là que j'ai voulu creuser. Je me suis dit, mais ça c'est un champ de recherche qui commence tout juste. Le premier papier, il date de 2013 environ, donc vraiment c'est tout récent. Et donc j'ai creusé, puisque moi j'étais au Muséum d'histoire naturelle et je voyais, Grégoire va en parler, il va parler des personnes qui observent la nature au quotidien. Et j'ai voulu faire le lien entre l'écologie, ce qu'on sait de l'écologie, comment on a étudié l'écologie, par le regard de la psychologie positive. Donc, tout à l'heure, Romain, il parlait de compétition pour évoluer dans l'eau de mer. Mais non, mais il n'y a pas que de la compétition. Les chercheurs, ils ont travaillé surtout sur la compétition. Mais qu'est-ce qu'on sait sur la mutualisation des espèces ? On sait très peu de choses. Et la dynamique des espèces qui sont mutualistes, on connaît très très peu de choses.
Donc ça, c'est par exemple quelque chose qui est important d'étudier. Aussi le phénomène de résilience des écosystèmes, le fait que la diversité du vivant permet, tout à l'heure vous parliez d'assurance vie, en effet la diversité du vivant est la meilleure des assurances vie pour le futur. Mais dans notre propre être, on a une diversité d'émotions. Et généralement, on sous-estime cette capacité de connaître nos émotions. En fait, c'est quelque chose, si je vous demande là maintenant d'observer un papillon, vous allez me dire « Oh, il est beau, ça va procurer de la joie ». J'avais fait l'exercice une fois lors d'une présentation et après, je demandais aux gens « Est-ce que vous pouvez me décrire l'émotion que vous avez vécue ?» Et en fait, c'est extrêmement difficile de dire ce qu'on ressent parce qu'on n'a pas appris à dire ce qu'on ressent et ce qu'on a en nous. Donc, ensuite, mon autre voie, c'était de montrer que en écologie, on étudie les espèces au sein d'une espèce. On dit intra-espèce. Et je me suis dit, on étudie en fait les relations homme-biodiversité. Ok, mais comment nous, on fonctionne finalement, il faut peut-être d'abord savoir aussi comment nous, on fonctionne en termes d'humain à humain, au sein d'une espèce, pour comprendre, élargir le cercle, pour comprendre ce qui se passe avec les autres espèces. Et donc, c'est pour ça aussi que étudier notre propre fonctionnement, c'était important. Et ce que révèlent les études de psychologie positive, c'est que ce qui nous rend heureux, ce qui fait que nous sommes un collectif et qu'on peut avancer ensemble, eh bien, c'est bien notre capacité à résoudre les problèmes humains qui sont liés à nos émotions. Donc on peut être en effet pas d'accord sur un sujet, être très en colère, on peut se disputer, mais voilà, on peut pardonner, on peut faire... Voilà, il y a tout un champ de travail sur nos émotions. Et donc on connaît très peu. Or, les recherches depuis les années 2000 sont de plus en plus importantes sur ces sujets-là et on ne les porte pas à connaissance. Alors sauf il y a du développement personnel, on en parle un petit peu plus sur le bonheur, mais ça a toujours, j'ai l'impression que c'est toujours catégorisé dans voilà votre bien-être, enfin comme si c'est un peu sous-estimé, je trouve, et je pense que ça a vraiment son importance. Donc il y a le travail sur les émotions qui évoluent et le travail ces recherches, je veux dire, qui de plus en plus montrent à quel point être immergé sous un arbre, dans des études sur les bains de forêt récemment, Pascal Derme en parle très bien dans Natura, Le Grand Secret du Lien, le livre dont je parlais tout à l'heure, évoque aussi l'effet de la nature sur des enfants qui sont un peu chahuteurs. Vous donnez des exemples aussi dans votre ouvrage. En fait, ce type de recherche, c'est aussi récent, c'est ce qui est en train d'émerger aussi sur le fait de ne nous déconnectons pas trop au risque sinon de nous perdre totalement. C'est un petit peu ça le message qui est derrière. Oui, alors du coup, je voulais vous montrer... Ça, Yvan, la régie, s'il vous plaît. Merci. Ah non, c'était celle d'avant. C'était là, avec les paroles, voilà. Ah ben, elles étaient déjà là, peut-être. Tout à l'heure, mais on va l'expliquer du coup. Voilà, je voulais vous montrer ces paroles. Alors, est-ce que vous les reconnaissez sans qu'on la chante? Oui, vous la reconnaissez tous. Bon, qui sait chanter? Bon, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, ces paroles? Donc, elle date de 1965. Elle nous parle de brise sur la peau. Donc, elle nous parle du toucher, du bien-être du toucher. Elle nous parle de liberté par les oiseaux. Elle nous parle de lumière. Elle nous parle de beauté, de joie par les papillons. Elle nous parle de fluidité des poissons, de la rivière qui coule librement. Elle parle aussi des odeurs du pain. Et donc, elle nous renvoie finalement un sentiment de bonheur, mais vis-à-vis du corps. Donc, ce sont des sensations, des émotions corporelles. Elle mêle ça aussi avec le cœur. Et elle finit aussi quand même par dire que this old world is the new world. Donc, c'est aussi de la réflexion, c'est en termes de cerveau. Donc, pour moi, cette
cette chanson, elle montre quelque chose de quelqu'un de entièrement connecté sur l'ensemble de son corps. Or, vous voyez, elle date de 1965. Or, une étude vient de montrer, en 2017, 2018 peut-être, je ne sais plus, des chercheurs ont étudié le nombre d'utilisations des mots liés à la nature. Donc ça peut être aussi basique que le soleil ou l'étoile ou un oiseau. Et il a été montré que sur le top 100 des chansons qui ont été écrites dans les années 50, donc de 1950 à 1960, ils ont comparé ça aux paroles des chansons des années 2000-2010. Et en fait, le nombre de mots liés à la diversité du vivant ou au milieu naturel avait chuté de 63%. Donc, notre environnement culturel, on parlait d'amnésie environnementale, voilà, cette chanson, elle est le symbole de ce qu'il y avait avant, en fait, par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et ça a été fait aussi, je crois, sur les Walt Disney, sur les dessins animés. Une chercheuse qui a fait ce travail sur une 60aine de dessins animés et qui montre à quel point la nature est moins représentée. Ouais, et ça, c'est Anne-Caroline Prévost qui travaille dans le laboratoire où travaille Grégoire. Et elle avait travaillé sur les films de Walt Disney des années 30 jusqu'à 2010. Et elle avait montré qu'en fait, le nombre d'éléments naturels disparaissait au cours du temps, suivait une courbe linéaire au cours du temps. Donc le fait d'habiter de plus en plus dans des villes, l'humain qui veut contrôler son environnement pour se sentir en sécurité, ce qui est assez normal et logique finalement, il s'est aussi séparé d'une partie du vivant qui l'entourait. Voilà, on a fait des beaux trottoirs, etc. Et justement, c'était pour ça qu'il y avait la diapo d'après. Et c'était, voilà, donc on a pu voir ce genre de titre en fait dans la presse. Nos trottoirs envahis par les mauvaises herbes, mais qui doit désherber, c'est pas possible. Maintenant, on est passé au zéro phyto. Qu'est-ce que c'est que ces sauvages qui rentrent dans nos rues? Elle vient d'où cette photo? Je suis pas sûre d'avoir compris. C'est d'un journal que j'ai trouvé dans la presse qui avait été publié en 2011, je crois. Et donc, dans le même temps, cette photo, je voulais absolument la montrer parce que c'est un photographe, Henk Welchut, qui est un photographe reporter de guerre qui a parcouru différents camps de réfugiés. Et dans ces camps de réfugiés, donc là c'était dans un des plus grands camps en Jordanie où il y a 90 000 personnes. Et bien en fait, là, à l'opposé de nos déserts dans lesquels on vit dans nos villes, eh bien les humains plantent des arbres, tout ce qu'ils peuvent pousser. Ils peuvent les mettre aussi sous l'étendoir à linge pour utiliser le moins d'eau possible, pour avoir un lieu de discussion. Et en fait, il s'avère qu'il a remarqué que les gens, c'est là souvent qu'il y a des chaises, c'est souvent là que les gens se retrouvent pour discuter entre eux. Donc le vivant, en tout cas le végétal, nous unit. Et c'est ce que montrent aussi justement les chercheurs en psychologie positive. Ils montrent que nos émotions positives, et en tout cas liées au vivant, nous rend pro-social, nous permet de vivre en collectivité. Donc c'était important de montrer cette image. Oui, très importante. Merci Lisa. Du coup, je vais tout de suite passer la parole à Alexandre. Donc, vous êtes en train de lancer une étude au long cours pour étudier les relations entre nature, citoyenneté et bonheur. Mais avant ça, juste peut-être c'est important de préciser ce que vous fabriquez, la fabrique Spinoza, que les gens sachent un petit peu comment vous vous positionnez, quelle est votre quête et votre mission et pourquoi vous lancez cette étude aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a une histoire un peu personnelle derrière aussi. Oui, bien sûr. Merci beaucoup Anne-Sophie. Ravi d'être avec vous ce soir.
Désolé de vous faire envie de ne pas avoir de masque ici. C'est 1 heure de répit. La Fabrique Spinoza est là pour vocation à replacer le bonheur au cœur de la société, en se disant que c'est un sujet intrinsèquement et logiquement joyeux, mais que c'est aussi un sujet qui est utile parce qu'il nous donne de l'espoir, parce qu'il potentiellement il donne un cap ou une inspiration, voire il éclaire nos grands enjeux de société d'une manière un peu différente. Et justement, notre envie en ce moment à la Fabrique Spinoza, c'est d'éclairer le thème de l'écologie, de l'environnement et de la nature sous le prisme du bonheur et des émotions. Et ce à quoi on vous voit sur le plateau, très bien, on est amis, et donc on se tutoyait juste avant. Et donc Anne-Sophie, tu me demandais s'il y avait un lien avec mon histoire. Oui, je suis quelqu'un de joyeux et quand j'étais plus jeune, j'avais des crises de bonheur. Donc j'ai eu envie de comprendre d'où ça venait. Et ça m'a donné envie d'avoir une approche scientifique sur le bonheur et de voir en quoi ça pouvait être utile à une société meilleure. Voilà pour la petite parenthèse en clin d'œil que tu faisais. Alors, j'ai une conviction à partager. Tu l'as déjà dit, Lisa. C'est que la nature est infiniment bonne pour nous, mais surtout qu'on l'a oubliée. Et on vient de parler d'émotions. Moi, j'ai voulu, pour préparer ce moment, lister des émotions qui nous venaient en complément de ce que tu as dit. Tu me diras si c'est redondant. Qui nous viennent de la nature. Et pour premier exemple, il y a une recherche faite par la London School of Economics via une application qui s'appelle Mappiness, vous voyez le petit jeu de mots, qui demande à des gens, c'est un peu pénible, mais on a des alertes sur son téléphone pour savoir, et là t'es heureux, et là t'es joyeux, et là t'es très heureux. Bon, au-delà du protocole un peu invasif, on a pu, grâce à un système de géolocalisation, déterminer que les endroits où les gens se sentent vraiment bien, avec une tonalité d'émotions positives vaste, c'est dans des endroits naturels et en premier lieu sur des étendues d'eau sauvage. Donc l'océan, la mer et éventuellement les lacs. Puis viennent les forêts et le bitume de nos belles villes arrive assez tard finalement dans la liste. Alors, à un tel point qu'il y a un mot que les psychologues positifs utilisent pour décrire les émotions venant de la nature, ils parlent de bonheur océanique. Et ça rejoint l'idée de A-W-E. Tout d'un coup, on appartient à quelque chose de plus grand que cela. À tel point également qu'une nouvelle science ou un corpus de scientifiques s'est aggloméré pour donner lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui, vous en avez entendu parler peut-être dans la journée écoulée, la biophilie. La biophilie, c'est l'étude du lien entre le vivant et l'être humain, mais plus précisément de la vertu du vivant pour l'être humain. Et c'est la rencontre de neurosciences, de psychologie positive, de biologie évidemment, de tout un tas de disciplines. Et quand on regarde un peu ce que nous dit la biophilie, elle nous apprend par exemple que quand on a des gens qui sont en train de travailler au bureau, enfin à l'époque où vous savez il y avait des bureaux, où est-ce qu'ils aimeraient bien être pour se relaxer un petit peu, se sentir mieux? Ils sont 95% à répondre dehors. Dehors, parce que potentiellement dehors, on voit le ciel, le soleil, et si on a un peu de chance, je suis parisien, il y a peut-être une mauvaise herbe qui pousse quelque part. Et quand on examine les émotions qui nous viennent de la nature, alors déjà, en termes de santé, ça nous fait du bien. Donc santé, émotion, je fais une distinction, mais vous avez déjà entendu parler de ces études qui suggèrent que la convalescence post-maladie est plus rapide lorsqu'on est à proximité d'un espace naturel ou qu'on le voit. Vous savez que dans les EHPAD où les personnes âgées sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, la dégradation cognitive est moindre s'il y a des plantes sur le rebord de fenêtre parce que ça permet de conserver un lien avec le temps qui passe, avec les saisons. Vous avez peut-être entendu parler de ce chercheur Lewis Elliott qui a lancé le projet Blue Health 2020 et qui dit qui examine le lien entre l'espace aquatique sauvage et l'être humain, et il attribue des vertus régénératives. C'est-à-dire que non seulement c'est bon pour nous, mais ça nous répare. Vous savez également, par votre propre expérience, que marcher à travers un parc en quelques minutes ou 1 heure, ça dépend un peu des recherches qu'on examine et des critères exacts, mais on voit une baisse de cortisol, qui est l'hormone du stress, on voit une bascule du système sympathique, qui est le système très actif, au système parasympathique, qui est le système plutôt plus relâché chez l'être humain. Donc, le vivant est vraiment bon pour nous. Après, si on essaie de se demander, mais exactement quelle gamme d'émotions ça nous provoque,
Bien, on pourrait dire la sérénité, le végétal, la présence de végétal nous apporte de la sérénité. On pourrait aussi parler de convivialité et de joie. Ça, c'est peut-être un petit peu surprenant, mais il y a de plus en plus d'entreprises, ça va vous surprendre. Alors, toujours pareil, à l'aune du Covid, je ne sais pas si ça reste envisageable ou pas, mais qui encouragent leurs collaborateurs à venir au travail avec des animaux domestiques. Alors, vous pourrez me dire, est-ce que les animaux domestiques sont bien traités quand ils vont au travail? Bon, c'est encore une autre question. Pour autant, il y a une entreprise américaine qui invite leurs collaborateurs à venir avec leur chien et qui a un ratio de 3 collaborateurs pour un chien. C'est pas mal quand même. Imaginez là, si on fait un ratio là, ça serait assez vivant dans cette pièce. Et pourquoi cela? Eh bien parce que quand vous avez un animal comme un chien bienfaisant dans un espace de travail, eh bien paradoxalement, vous vous reconnectez à une certaine humanité, à une certaine chaleur, à une certaine convivialité. Vous faites tomber des jeux politiques, des masques, des postures. À un tel point également que dans les maisons de retraite, toujours pour des personnes atteintes d'Alzheimer, eh bien, on invite des associations comme Parole de Chien à venir je vous parlerai de cette diapositive juste après, si vous restez accrochés à ma voix pendant ce temps-là. Elle parle d'un projet qui me tient très à cœur. Et dans ces maisons de retraite, des personnes âgées atteintes d'un mal d'Alzheimer font venir des chiens de telle sorte à avoir un être vivant à caresser, parce que quand on est vieux et que cognitivement on est bien démuni, eh bien manifester de l'amour ou en recevoir, ça devient difficile. Il y a aussi des chevaux de temps en temps. Et aussi des chevaux, exactement. Et pour moi, en fait, pour conclure sur cette idée de quelles émotions la nature nous apporte et nous génère, pour s'enflammer un petit peu, je pense qu'on peut même tenter et aller jusqu'à utiliser le mot amour. On peut parler d'amour. C'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose de nous qui aime à nouveau, qui aime le vivant, qui aime le végétal, qui aime un chien, qui aime, et par extension, qui aime l'être humain. Et moi, j'ai été très inspiré par une vidéo TED d'une femme qui s'appelle Jill Bolt, qui est neuroscientifique et qui a été frappée par un AVC. Elle va bien aujourd'hui, vous en faites pas, sans séquelles. Et alors qu'elle était neuroscientifique, elle s'est donc observée en train de vivre l'AVC et l'analyser. Et alors que ses capacités rationnelles et analytiques étaient en train de se dégrader, elle se voyait en même temps croître un élan, un amour pour l'ensemble de l'humanité. C'est ce qu'elle décrit, une forme de reliance, d'interdépendance avec le reste du monde. Et je trouve ça intéressant de voir cette expérience, c'est-à-dire que finalement notre capacité à nous relier au vivant, à tirer le plein parti de ces émotions océaniques qui peuvent advenir par cette reconnexion, eh bien, nécessite probablement d'arriver un peu à éteindre notre rationalité. Tu veux dire quelque chose? Oui. Vas-y. Vas-y. Je voulais dire que, en fait, le vivant, il nous apporte pas que des émotions positives, on est d'accord. En fait, je pense que ce qui nous rend vivants, c'est que on a des émotions négatives vis-à-vis du vivant. Je veux dire, quand une guêpe vient nous embêter et que certains ont peur et qu'elle nous tourne autour, en fait, c'est l'opposition entre l'émotion négative qu'on a vers elle et ensuite le fait qu'elle est partie, j'en suis débarrassée, et c'est la joie qu'on éprouve en fait après. Où c'est c'est cette opposition en fait qui fait qu'on est capable de se rendre compte c'est le passage d'une émotion à l'autre, c'est cet équilibre qui est un peu discret, qui nous rend vivants et qui nous rend heureux. C'est-à-dire qu'une fois que le mal est passé, mais tout va bien en fait, et nous met en joie, et on a envie de partager cette joie. Donc on a envie de partager la beauté du monde, mais on a envie aussi de partager les expériences du monde. J'aime bien ce que tu dis parce qu'il y a une expérience qui a été faite par des spécialistes du design et biophiliques qui examinent l'impact d'une vue dégagée et d'une vue sur du végétal sur l'individu, et ils s'aperçoivent que l'impact est d'autant plus positif qu'on est dans un endroit protégé. En d'autres termes, vous êtes au milieu de la savane et vous voyez une magnifique girafe au bout, une étendue d'eau, et il y a quand même un petit stress en vous disant est-ce qu'il n'y a pas quelque part un prédateur un peu plus dangereux que moi? En revanche, si vous êtes dans un lieu protégé, alors ça va. Alors,
Pour conclure sur cette idée d'émotion, moi je crois que j'en parle avec envie, parce que je pense que c'est un chemin de transformation sociétale. Aujourd'hui, notre approche écologique, elle est essentiellement punitive, défensive, catastrophiste, apocalyptique. Tout va mal. Elle finit par nous créer du stress. On se réfugie dans notre cerveau reptilien. On est dans des états d'urgence qui sont parfois la colère, qui nous donne un peu d'animation, mais ça peut être de l'apathie ou ça peut être de l'anxiété, de l'agitation. Et l'épouvantail écologique ne fait plus vraiment effet. On a besoin de ce discours-là, il faut qu'il continue à exister, mais je suis convaincu qu'il nous faut un contre-récit écologique qui émerge, qui s'appuie sur la démonstration ou l'inspiration des bienfaits de la nature pour nous, de telle sorte à nous donner envie. Quelqu'un me disait récemment, le monde de demain n'adviendra pas par devoir, il adviendra par envie. Et pour cette raison-là, cette diapositive ici à l'écran, il y a un résumé, un projet que je porte avec la Fabrique Spinoza qui me tient vraiment à cœur. Il s'intitule Nature, bonheur et citoyenneté. Et c'est un projet qui consiste en, sur le rond du centre, eh bien, une étude qui récapitule tous ces éléments scientifiques dont tu fais part dans ton livre, Lisa, ceux que j'ai mentionnés, et puis bien d'autres, pour nous réapproprier les bienfaits du vivant pour l'être humain, qui ensuite aille chercher des contenus médias pour les diffuser et les rendre visibles, et puis pourquoi pas des kits d'animation ou des kits de reconnexion. Comment est-ce que chacun d'entre nous, au travail, à l'école, en entreprise, peut se reconnecter à la nature? Et on est convaincu que ce projet-là, il est de nature à induire ou favoriser une transformation sociétale et accompagner la transition écologique. Et vous connaissez la puissance des mots, vous connaissez la puissance des émotions. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'actions concrètes, c'est certain, mais on a besoin d'un désir, de susciter un désir. On a besoin d'un nouveau récit écologique. Et pour cette raison-là, eh bien, je vous lance un appel et je vous dis, si vous êtes sensible à cette idée, nous recherchons des partenaires, des contributeurs, des acteurs qui ont envie d'amener des choses à ce projet. Eh bien, venez me voir au Xavier qui est à côté, parce que je suis convaincu que c'est un chemin possible et que l'écologie aujourd'hui n'a plus besoin d'être défensive, elle peut s'appuyer sur ces émotions positives du vivant pour l'être humain. Merci Alexandre. Et en fait, du coup, je pense que vous pourrez trouver des partenaires aussi au sein du Muséum national d'histoire naturelle. Ouais, ça donne la pêche, hein, je vous l'avais dit. Grégoire, Louis, donc, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes en charge du programme Vigie Nature. Ça fait 25 ans, je crois, que vous travaillez sur ce programme au sein du Muséum d'histoire naturelle. Vous êtes ornithologue à la base. Et vous allez nous parler un petit peu de Vigie Nature. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous développez? Qu'est-ce qu'on y observe? Quels sont les différents programmes? Mais voilà, une fois qu'on aura parlé de ça, j'aimerais surtout qu'on revienne sur les anecdotes, parce que quand on a préparé cette table ronde, on a passé 1h30 au téléphone et je me suis régalée à vous écouter, tellement c'est passionnant ce qui se passe derrière ce que vous développez. Bonsoir à tous, merci beaucoup de me donner la parole dans une telle arène qui est conquise, j'ai l'impression, à ce discours. Je dis ça parce qu'en fait, il y a une série de clips qui a été lancée par la Fédération nationale des chasseurs il y a 4 jours. Il faut la regarder, elle est très drôle. Il faut les regarder, ils sont absolument hilarants. Et on voit qu'il y a quand même plusieurs points de vue vis-à-vis de notre relation à la nature. Il n'y a malheureusement pas un discours univoque. Donc Vigie Nature, ça n'existait pas il y a 25 ans. Le terme, il est apparu, le terme qui est peut-être un peu... Il est apparu plus tard, mais effectivement, je suis rentré il y a 25 ans pour travailler... dans le service qui s'occupe du bagage des oiseaux. Le bagage des oiseaux, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est qu'il y a des gens qui sont cooptés selon des compétences au travers d'un parcours un peu compliqué, un peu long, un peu sélectif. Ils capturent des oiseaux, ils posent un matricule unique, une bague à la patte de l'oiseau. L'oiseau est relâché, on espère le reprendre plus tard pour avoir des éléments sur sa durée de vie ou sur ses déplacements. Et en fait, ce processus qui s'appuie sur des gens qui sont un grillon domestique, là. J'en ai entendu à Paris en juillet du grillon domestique. Donc ça revient un petit peu, ça remonte. Avant, il était cantonné sur les boulangeries parce qu'il y avait de la chaleur avec les fours. Il s'était complètement éteint, y compris dans le métro. Mais il a tendance à remonter quand même. Donc en fait, sur quoi ça s'appuie? Ça s'appuie sur des bénévoles, des gens qui sont instituteurs, agriculteurs pour certains, mais aussi assureurs ou banquiers pour d'autres, passionnés d'oiseaux et qui consacrent une grosse partie de leur temps libre, une partie de leurs moyens financiers,
une grosse partie de leur énergie, une grosse partie de leur activité cérébrale à essayer de comprendre et à s'inscrire dans un projet collectif qui est co-encadré, co-piloté par des scientifiques. Et c'est le principe des sciences participatives et c'est effectivement l'objectif de Viginature. Viginature, c'est une des plateformes de sciences participatives, parce que les sciences participatives, c'est protéiforme. Une des plateformes de sciences participatives qu'il y a au muséum, c'est celle en fait qui s'inscrit, qui est née de cette unité de recherche qui travaillait sur le bagage des oiseaux. Et c'est celle qui concerne des sciences participatives protocolées. Qu'est-ce que ça veut dire protocoler? C'est pas très sympa. Le protocole, c'est soit un terme plus ou moins médical, soit un terme plus ou moins scientifique, c'est pas très cool. Et effectivement, c'est pas cool en fait les sciences participatives protocolées, parce qu'en fait c'est imposé, on n'a pas le choix. On va pas se balader où on veut, on ne ramène pas comme données ou comme observation aux scientifiques tout ce qu'on a vu comme ça au gré. Non, on est contraint dans un cadre qui standardise la collecte de données. Et donc c'est plutôt une contrainte. Et finalement, cette contrainte, en fait, elle plaît. Ben, il y a du succès. Alors Anne-Sophie, elle était étonnée, peut-être le décalage entre mon enthousiasme et finalement les effectifs participants. Effectivement, c'est 10-15 000 personnes en France, c'est pas énorme, mais par contre, on a là vraiment des gens qui sont limite, enfin ça relève presque, alors j'en fais partie, hein, mais il y a peut-être un petit côté psychiatrique un peu dans le truc, parce qu'on devient complètement accro. On devient accro. Là, je vous ai mis en exemple un programme qui a 10 ans cette année, qui a eu 10 ans en mars, là. Le SPIPOL, suivi photographique des insectes pollinisateurs. On demande aux gens de choisir une plante en fleurs dans un rayon de 5 mètres sur cette fleur pendant 20 minutes stricto. Ils prennent en photo tout ce qu'ils voient. C'est extrêmement compliqué les insectes, c'est extrêmement divers, c'est extrêmement compliqué à identifier. Mettre un nom sur un insecte maintenant, en France, on n'a plus une personne capable de le faire sur tous les insectes. On a des gens qui se spécialisent sur les diptères, la famille des mouches, d'autres sur les hyménoptères, les abeilles, les guêpes, les fourmis, d'autres sur les coléoptères. Et bien là, on dit, non, mais vous vous occupez pas de ça, pendant 20 minutes, vous photographiez tout ce qui est actif sur cette plante. Il n'y a pas que des insectes d'ailleurs, il y a aussi des araignées qui se sont spécialisées à essayer d'être cryptiques sur les fleurs pour capturer des insectes, pour essayer de boulotter. Et donc, vous rentrez chez vous, vous triez les 100, 150, 200 photos que vous avez dans votre appareil numérique, vous essayez d'identifier avec une petite clé en ligne et vous postez ça. Franchement, c'est un collègue qui a inventé ça. Quand il a inventé ça, donc en 2008, le temps du lancement du programme, ça s'est lancé en 2010. Moi, je lui ai dit, super, ton truc, il n'y aura pas une personne là-dedans. En fait, c'est un succès de malade. Il y a des gens qui sont complètement accros de ce truc, et j'en fais partie maintenant aussi. C'est un programme... Alors, on a découvert ce caractère addictif au gré du temps, parce que les commentaires sont possibles sur le site, donc les gens dialoguent, et la teneur des dialogues qu'on voyait passer, ça a commencé à nous intriguer, on s'est dit c'est quand même un peu bizarre. Déjà, les gens, ils s'appellent Spipoliens entre eux, on est des Spipoliens, ils s'appellent par leur pseudo, donc ok, Astrounet, ok, d'accord, très bien. Et puis on a organisé des rencontres. En 2013, on a organisé une première rencontre, on a obtenu un petit peu de financement, et on a dit, on vous accueille à la base de loisirs de Bois-le-Roi, il y a des roulottes, vous êtes hébergés, on vous nourrit, et vous montez le voyage, vous vous débrouillez, on n'a pas les moyens. On a des gens qui montent depuis Nice, pour le plus loin, à Bois-le-Roi, c'est dans l'Essonne. Et puis ils commencent à discuter, on leur donne la parole, on les écoute, on les interroge, on fait un espèce de jeu d'animation pour essayer de faire libérer les paroles, etc., des techniques de communication qu'on connaissait pas très bien du tout. Et alors là c'est complètement hallucinant, quoi. C'est-à-dire que on a des gens qui nous disent qu'on n'a pas intérêt d'arrêter parce que sinon ça va pas bien se passer. Donc il faut qu'on continue à maintenir ce site et ce programme parce que sinon ça va vraiment pas aller. On a, alors je le cite tout le temps, donc tu as déjà entendu, mais on a un cas qui, moi, il me semble exceptionnel parce que caricatural. Il y a un gars qui devait avoir 60 ans à l'époque, donc pas très loin de la retraite. Il est maintenant en retraite et il est encore plus actif que jamais. Et il nous dit, moi, je bosse à Toulouse dans l'armement aéronautique. Je suis cadre sup. Donc on se dit, ah ouais, c'est pas exactement le profil de la personne qu'on pensait recruter. Et il nous dit, mais je suis complètement passionné. Et moi, je dois vous dire, donc je fréquente que des gens qui sont comme moi, ils ont tous des piscines. Maintenant, je leur explique comment sauver les guêpes qui se noient. Donc voilà le potentiel transformatif et puis surtout le potentiel inattendu. On lui a demandé, mais comment t'as entendu parler de... Alors il doit être passionné de chapeau melon et bottes de cuir parce que son pseudo, c'est Steed dans le pseudo, dans le Spipol. Et on lui dit, comment t'en as entendu parler? Il nous dit, sur France Inter.
on pensait vraiment ne jamais recruter un participant via les médias comme ça. Il dit, j'ai entendu, j'ai essayé, j'ai regardé, ça m'a plu. Maintenant, chaque jour, dans mon boulot qui est hyper stressant, je suis en fin de carrière, donc je sens qu'on me pousse un peu, c'est un peu chaud. Si j'ai pas mes 20 minutes de pause à photographier ce qui se passe sur les trèfles du gazon qu'il y a au bas de je sais pas quelle boîte affreuse pour laquelle il bossait, eh ben je suis pas bien. Et on a fini par réaliser qu'en fait, effectivement, il y a cette forme de bonheur contemplatif. Finalement, le soutien à la science, puisque derrière, c'est des données qui sont pleines de valeur quand on travaille en écologie des communautés. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, on a un échantillon standardisé d'interaction entre une plante, les pollinisateurs qui viennent participer à sa reproduction et les prédateurs éventuels ou les parasites éventuels qui viennent profiter de ces pollinisateurs. Donc on construit ce qu'on appelle un réseau. Et donc on a maintenant, comme ça, vous pouvez le voir là, enfin c'est pas, il y a 50 315 collections, c'est 50 315 collections de 20 minutes, et c'est 50 315 réseaux d'interaction entre une plante et tous les invertébrés qui participent du développement de la plante, mais bien sûr la plante en retour elle leur fournit des ressources sucrées ou des proies par exemple. Et donc on a ce soutien à la science, on a l'impression qu'il est presque secondaire. C'est-à-dire qu'on se dit finalement ce qu'on a fait c'est juste ouvrir les yeux sur cette diversité, on a apaisé les regards, ça prend 20 minutes, c'est un peu long, et bien pendant 20 minutes regardez des fleurs quand il ne se passe rien. Là en bas vous avez la photo d'une sortie qu'on a faite, d'une rencontre qu'on a faite à Volvic. Il y a 3 ans, en fait, il faisait un peu gris, et donc quand il fait gris, que c'est couvert, il n'y a pas beaucoup d'activité, mais il y avait 40 personnes tant qu'il y avait de la lumière, et ils étaient en train de faire des photos sur des fleurs. Et la nuit, en fait, on s'est aperçu qu'on a eu des gens qui nous font remonter des collections au flash et à la lampe de poche, sur les interactions entre les papillons de nuit, qui sont aussi des nectarivores, et puis les plantes. Et donc on a ce soutien à la science on a l'impression que c'est finalement pas du tout la raison première. La raison première, on a l'impression, c'est juste tout d'un coup, on a ouvert les yeux, on a offert une fenêtre, un regard sur une partie du vivant. Et c'est pas forcément une partie du vivant qui est... parce que les insectes pollinisateurs, c'est les abeilles, les papillons, c'est sympa, il n'y a pas que ça, il y a des trucs un peu moins... comment dire, avec un capital sympathie moins évident. Donc, je le disais, il y avait les araignées, mais on avait eu une expérience avec Arte sur le lancement de 10 programmes au cours d'un printemps en 2013. Parmi les 10 programmes, il y avait notamment les plantes de rue, il y avait à quelle date les noisetiers font leur chaton cette année, etc., en fonction de l'altitude, de la latitude, etc. Et on avait aussi un programme janvier-février, inventaire de vers de terre. Et donc vous arrosez dans votre pelouse 3 carrés de 50 cm sur 50 cm, mais d'abord vous les avez décapés, donc vous avez arraché la pelouse, donc voilà, vous avez 3 carrés de terre nue, vous les arrosez de 50 litres d'eau moutardée, vous attendez une demi-heure à genoux, vous regardez les vers de terre qui comptent, vous les classez par type, vous les rincez à l'eau claire, parce que la moutarde, s'il remonte, c'est que ça les irrite un peu, vous les relâchez plus loin, et en fait c'est celui-là le programme qui a eu le plus de succès. Parce que c'est probablement le programme dans lequel l'investissement personnel, on est les mains dans la gadoue, il fait froid, c'est janvier-février. C'est forcément par temps humide, si ça gèle, ça marche pas, et s'il fait trop sec, ça marche pas non plus. Donc c'est forcément qu'il a plu avant ou qu'il pleut ou un truc comme ça. Mais finalement, l'implication, le degré d'investissement et la nouveauté du regard, ben, on a l'impression qu'il y avait quelque chose là en tout cas, c'est celui qui a le mieux marché parmi les 10, alors qu'il y avait des programmes où on se disait, ouais, là, c'est tellement bienveillant que c'est gagné. Ben non, c'est pas forcément gagné. Et donc, il y a un truc sur les programmes de sciences participatives, je vais juste conclure là-dessus, c'est que quand on essaie de lancer un nouveau programme de sciences participatives, on a une espèce d'équation avec plusieurs variables à prendre en compte. Il faut que nous, derrière, c'est de la macroécologie qui se fait dans ce labo d'écologie, c'est-à-dire qu'il faut des grosses masses de données sur des grands territoires ou sur des longs pas de temps. Et c'est ça qui va permettre de faire émerger les patrons qui sont masqués et sur lesquels on travaille. Quand on lance un programme de sciences participatives, quand on essaie de le concevoir, il faut qu'on se dise, est-ce qu'on est capable de se dire qu'on va avoir 10 000, 15 000 participations par an ? Ça, on n'en sait rien. Est-ce que les gens vont être convaincus ? Il faut qu'on se dise, est-ce que le vrai public existe ? Comment on va les informer, les gens, les 67 millions de personnes qu'il y a en France ?
Comment une partie de ces 67 millions va être tenue informée de ça? En fait, on n'a aucune idée de tout ça. Est-ce que le capital sympathie compte? Est-ce que si c'est trop demandant, trop exigeant, ça va marcher ou pas? En fait, on n'a aucune idée de tout ça. C'est une espèce d'alchimie un peu magique, mais ce qui est clair, c'est que ce qui marche, c'est quand on ouvre une fenêtre. C'est-à-dire que tout d'un coup, on propose le moyen d'avoir un nouveau regard sur du vivant, sur de la vie, etc. Pas forcément quelque chose, je vous disais, avec un capital sympathie très élevé, mais en tout cas un nouveau regard, une ouverture. Voilà. Moi, j'aimais bien l'histoire de la Spipolienne qui s'est fait virer de son club de randonnée. Elle prenait trop de temps quand elle marchait parce qu'elle prenait trop de photos. Ça m'a fait mourir de rire. À l'étranger, il y a des dispositifs similaires. J'aimerais qu'on fasse juste les Anglais, par exemple. Tu me disais qu'ils participent beaucoup, mais pas de la même manière. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Parce que je pense qu'il y a des différences culturelles aussi qui sont assez intéressantes et que les sciences humaines, avec tout ce que vous avez tout ce que vous engrangez comme information, peuvent aussi se pencher là-dessus aujourd'hui. Donc c'est ça qui est utile. Oui, tout à fait. Alors dans le monde naturaliste, il faut savoir qu'il y a une forme de mecque, c'est le Royaume-Uni. Donc la culture naturaliste au Royaume-Uni, les meilleurs guides d'identification, les meilleurs guides naturalistes sont des traductions d'anglais ou des adaptations à d'autres territoires de trucs qui ont déjà été faits en Angleterre. L'Angleterre, c'est un pays où si on est paumé en ville ou à la campagne et qu'on parle du roi de la huppée ou du grimpero des bois ou de l'aigle royal, les gens, ça tilte. Moi, ça m'est arrivé d'être en Angleterre avec des amis, il y a un cirf, donc quelque chose que beaucoup de personnes dans la salle, je pense, prendraient pour une guêpe, parce que c'est jaune, c'est rayé, c'est jaune rayé de noir, et puis ça vole, et c'est statique, et ça fait... Et on est chez des amis, ils ont 2 petites filles de 24 mois, et la mère dit « pas de problème, it's an overfly ». C'est-à-dire, c'est le nom, le terme vernaculaire du cirf en Angleterre. Elle est avocate. J'ai incroyablement halluciné qu'elle sache ce que c'était qu'un cirf, qu'elle rassure ses enfants, effectivement, un cirf c'est complètement anodin, etc. Et donc, effectivement, l'Angleterre, il y a une espèce de culture générale naturaliste qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevée qu'en France. Et en 2010, il y a eu la loterie anglaise qui a donné une somme absolument faramineuse pour les sciences participatives en Angleterre. On rencontre ces gens-là parce qu'il y a des rencontres européennes, etc. On discute avec nos collègues, on échange, etc. Quand on leur décrit nos programmes, genre ce programme-là, ils nous disent « vous êtes vraiment complètement cinglés les Français, ça ne marcherait pas une minute chez nous ». Et quand ils nous décrivent leur programme, on est abasourdi de voir à quel point il y a une forme de gâchis de la donnée, parce qu'ils nous disent « ah ben cette année, alors on a eu 2 entrées télé sur des chaînes pour lancer le programme participatif sur, par exemple, l'intérêt de la haie ». Et donc on dit aux gens, regardez ce qu'il y a dans votre haie en termes de composition végétale, et puis ce qu'il y a comme animaux, d'épaisseur, de largeur, de hauteur, etc. Puisque la haie, c'est un milieu vivant assez intéressant, et puis qui ne va pas très bien avec le remembrement. Et en fait, ils nous disent, on a eu 3 millions de participants, mais on n'a pas collecté les données, il n'y a pas de base de données derrière. On est complètement abasourdi. En fait, ils font ça simplement pour offrir des fenêtres. Mais il n'y a pas besoin derrière. Leurs écologues ont des données tellement précises qui sont collectées par les sociétés d'histoire naturelle qu'ils n'ont pas besoin de ces données dégradées comme on a là, grand public. Et nous, on a moins de participants, vous le disiez 15 000, mais on a récupéré 500 000 photos avec des données très riches. Donc c'est intéressant de voir comment tout ça s'accompagne en fait dans le temps. Lisa, petite remarque. Il faut dire aussi quand même qu'ils ont fait des études pour montrer que les gens apprennent et que c'est un facteur d'apprentissage des espèces. Enfin, au départ, il y en a beaucoup qui n'y connaissent vraiment strictement rien. Et le fait de se prendre en jeu, et donc là on est dans l'émotion positive, on est dans le jeu, la curiosité, l'apprentissage, et bien ils se prennent au jeu et ils apprennent énormément de noms d'espèces. Enfin, c'est l'étude de Nicolas. Alors ils apprennent alors effectivement à nommer les espèces, à les décrire, mais ils apprennent beaucoup d'écologie. C'est-à-dire que c'est finalement il faudrait comparer un étudiant étranger, parce que Fabre n'est pas tellement étudié en France en biologie, alors qu'à l'étranger, c'est quasiment un support d'enseignement de base, les souvenirs entomologiques. Mais il faudrait comparer quelqu'un qui a étudié les souvenirs entomologiques et quelqu'un qui a fait 10 ans de SPIPOL, et je pense que le niveau des connaissances serait quasiment égal. Parce qu'en fait, ils n'arrêtent pas de se documenter. Il y a une autre anecdote aussi qui était incroyable, hallucinante, qu'on a entendue à Bois-le-Roi. La dame qui était montée de Nice, elle participait déjà à un programme d'inventaire des papillons du jardin.
Et elle nous dit, ouais, non mais moi à Nice, je suis vraiment déçu parce que j'arrive pas à faire pousser des orties. J'ai échangé des graines d'ortie avec une dame du Nord là qui m'a posté des graines d'ortie. J'arrive pas à les faire pousser. Je suis vraiment déçu. Les orties, en fait, c'est un support pour plein de vanesses, plein de papillons super beaux, le Vulcain, le Robert le Diable, etc. Et donc on a des gens qui expriment une déception à ne pas arriver à faire pousser des orties au jardin quand même. Et donc, il n'y a pas seulement l'apprentissage, il y a un changement de comportement. C'est-à-dire qu'on a aussi regardé, par exemple, quelle était la relation aux phytosanitaires en fonction du nombre d'années de participation. Et effectivement, ça baisse. Il y a moins d'herbicides, il y a moins de molluscicides, moins de fongicides. Et finalement, il n'y a plus d'utilisation. C'est-à-dire que le fait d'être au jardin, de regarder les papillons qui s'y développent ou de faire du spipole au jardin, ça conduit à changer aussi le regard. Apprentissage et changement de regard. Oui, en fait, il y a des spipoliens dans la salle. Je ne sais pas si... Ah, on n'en a pas. Ah, on aurait presque... Il y en a une. Enfin, il y en a un. Ouais, moi j'en suis. Ouais. Il y a 2390 participants en France. Hein, donc, ouais, d'accord. Bon, on aurait pu, on ne sait jamais. J'ai tenté. Hein. Ça demande de la patience. Non, il y en a même qui choisissent leurs vacances en fonction de ce qu'ils veulent observer, je crois. Mais est-ce qu'il y a d'autres pistes qu'on peut exploiter ? Là, on a parlé des sciences participatives qui existent depuis un petit bout de temps, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en fait pour s'impliquer en tant que citoyen du vivant ? Voilà, est-ce qu'en entreprise, il y a des choses à faire ? Est-ce que toi, Lisa, tu as observé des choses à l'étranger aussi dans les recherches que tu as effectuées ? Tu parles de 2-3 programmes, je crois, dans ton livre, là, le 30-30 Nature Challenge ou le 30 Days Wild, j'ai noté. Alors on peut faire des défis. Il y a des défis parce que il y a énormément de recherches qui montrent que ne serait-ce qu'une balade dans un espace vert une fois par semaine de 30 minutes, ça diminue le taux de dépression. Notamment, ça a été réalisé en Australie, donc il y a des défis, mais là, ça a été surtout fait aux États-Unis. En France, pour le moment, alors il faut aller voir aussi sur la plateforme J'agis pour la nature, parce que c'est aussi une possibilité de suivre des programmes pour poursuivre la nature. Aussi, il y a quelque chose qui est pour essayer de s'émerveiller au quotidien, et donc qui lie autant l'observation au quotidien d'un événement naturel et de retranscrire en fait ce que ce moment de contemplation apporte vos émotions, ce que vous pensez, mais il faut l'écrire parce que ça c'est aussi très important, c'est le fait donc c'est ce qu'on disait sur l'histoire, qu'on écrivait nos histoires. Le fait d'écrire ce que l'on ressent, ce que l'on voit, ça s'inscrit. C'est comme quand on édite un livre. Enfin, quelque part, c'est quelque chose qui reste, et ça reste dans votre propre histoire. Même si vous n'allez pas le partager avec d'autres personnes, vous l'avez immortalisé rien que pour vous. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc ça, c'est un exercice à faire, par exemple, dans la semaine, de prendre 10 à 15 minutes par jour, de se poser. Alors déjà, ça permet de se poser on est dans un rythme effréné, de se dire, là, je me pose, j'écoute pas mon téléphone, j'observe juste. Alors, je pense que c'est aussi pour ça que le Spipole, ça marche du tonnerre, parce que s'asseoir 20 minutes devant une fleur et juste... ça dépend des fleurs, hein, parce que des fois, il n'y a aucun insecte, mais des fois, ça virevolte. Vous êtes dans les lavandes en plein été, il y a je ne sais pas combien de papillons, des bourdons et des abeilles solitaires, il y en a de toutes sortes, et donc c'est vivant. Et donc tout ça, vous écrivez vos pensées avec ça, et en fait, ça a un résultat, vous vous sentez mieux et beaucoup plus positif. Voilà. Donc c'est démontré. Moi, j'ai l'impression que, ce que je réalise en vous écoutant, c'est que finalement les points d'entrée sont multiples et que les manières de se reconnecter sont presque des fugacités à saisir. Et en préparant cette intervention, je voulais chercher des éléments scientifiques et des éléments plus personnels. Et pendant le confinement, moi j'ai la chance d'habiter en face du parc des Buttes-Chaumont à Paris, mais la malchance d'être parmi les 12% des Français qui ont été confinés sans jardin et sans balcon, seulement 12%. Et donc la nature devant moi, je la regardais énormément. Et j'ai commencé à écouter les oiseaux à cette occasion.
Après, j'ai trouvé une application qui s'appelait bird.net et qui m'a permis de reconnaître petit à petit une fauvette à tête noire. Et j'ai l'impression que ces petites choses-là, c'est magique. Un jour, en sortant, j'ai un enfant de 2 ans, qui est un petit animal d'ailleurs, donc c'est une autre reconnexion au vivant, parce qu'à 2 ans, un bébé, enfin, à cet âge-là, on est presque autant animal qu'humain. Et donc, je lui trouve... Non, t'es pas d'accord ? Un petit peu quand même, non ? Ça crie, ça, non ? Mais je l'adore, hein, je l'aime beaucoup. Et ça te fait penser au tien à la maison. Bon, bref. On parle tout à l'heure. On parle de ça. Et donc, quand je vais chercher des escargots pour Malone, après, j'ai un petit copain à lui, plus grand, qui m'explique qu'il faut que je fasse attention quand je le prends, parce qu'en fait, le cœur se situe dans la partie au-dessus de la coquille. Et donc, en fait, les points d'entrée, ils sont infinis. J'ai un petit livre pour enfants qui s'appelle Les animaux de la forêt, et dedans, il y a un bruit, il y a le hérisson. Donc, vous savez, on appuie sur le petit emplacement pour les doigts là, et ça fait un bruit de 5 secondes de hérisson. Je me suis dit, ils ont fait n'importe quoi, cet éditeur. Ça faisait un bruit genre, enfin, ça mélange de poules et de rongeurs. Enfin, ça venait pas du tout. Et en me baladant un soir près du parc du Bout-de-Chaumont pendant le confinement, un soir où on a le droit de sortir, eh ben, j'ai entendu ce bruit-là et j'ai vraiment vu le hérisson. Et donc j'ai l'impression que cet émerveillement-là, il peut arriver de plein de manières différentes. C'est un mélange d'observation, d'attention, de ralentissement. Quand je reviens de la crèche, si la crèche rouvre, eh bien, je me dis, je m'arrêterai en traversant le parc un peu plus, juste un instant pour regarder. Il y a un mois et demi, dans le parc des Buttes-Chaumont toujours, il y a un arbre que j'ai commencé à regarder. Il est grand, il a fait peut-être... pas 7 étages, ouais, il fait 20 mètres. J'ai demandé à un garde, je ne sais pas comment ils appellent, les gardes de parc, ce que c'était. Il m'a dit, c'est un tilleul, il a 160 ans, c'est un très vieil arbre. Du coup, je m'arrête devant, je le regarde. L'autre jour, il y a une vieille dame qui était devant ce même arbre. J'ai commencé à parler à cette dame, en disant, il est magnifique cet arbre, parce que c'est le plus beau. Elle me dit, oh, puis moi, je me suis marié ici quand même. Et donc, j'ai commencé à lui parler. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça la magie, c'est que nous reconnecter avec le vivant, c'est une manière de retrouver de la joie et nous reconnecter avec l'être humain également. Et qu'on a peut-être enfin un chemin d'écologie qui soit joyeux, qui soit positif et qui aille chercher une motivation intrinsèque. C'est-à-dire pas une motivation de défense, mais une motivation « Ah, il y a de la joie à faire ça ». J'ai compris, il n'y a pas que de la joie. On peut avoir peur parfois aussi, de l'effroi, etc. Mais je crois vraiment à ça. Et ça, je vous dis tout ça avant même d'avoir réalisé nos travaux, cette étude Nature, Bonheur et Citoyenneté, et d'avoir, répertorié tout ce qui existe déjà, et à mon avis, faire émerger par intelligence collective, comme tu le suggérais, des méthodes de facilitation dont tu parlais, Grégoire, toutes nos manières impensées et à construire de nous reconnecter au vivant. Et vous le voyez, je pense vraiment que c'est un chemin humaniste et joyeux. Dernière question, Marc Lisa. Pour continuer là-dessus, voilà, ce que je voulais dire, c'était que en fait, donc les émotions positives qui vont nous lier au vivant, et donc parce que en fait, le fait de voir une diversité de vivants, c'est une curiosité, c'est une diversité de tous les instants. En fait, on est toujours surpris par ce qui nous arrive. Et bien, en fait, cette surprise, ça nous permet d'être ouverts sur le monde aussi. Donc, il y a eu une expérience quand même d'une chercheuse, enfin moi, qui m'avait vraiment marqué quand ils avaient fait le cours. C'est Barbara Fredrickson qui avait fait une expérience en fait où elle avait placé des personnes face à une image. Donc en fait, donc elle avait dans un groupe de personnes, on leur avait demandé voilà, de penser à des choses assez négatives, et dans un autre groupe vraiment beaucoup plus positives. Et dans cette photo, il y avait en gros une maison en arrière-plan, et devant il y avait une face d'un personnage. Donc qui souriait pas, mais que voilà, qui était juste là, et donc à ces deux groupes de personnes, ensuite elle leur avait demandé un exercice très précis, de regarder cette image et de vraiment regarder le personnage central. Et donc ils étaient dans une IRM, donc ils pouvaient observer en fait l'activation du cerveau, des différentes zones du cerveau.
Et en fait, ils se sont rendus compte que ceux qui avaient eu donc des émotions positives, négatives, je veux dire, donc ils étaient super concentrés, ils regardaient vraiment bien le visage, comme on leur avait demandé. Et donc les zones du cerveau, bon, c'était celles en effet peut-être de la peur, enfin en tout cas de réflexion. Mais c'est surtout que lorsque ils avaient eu des émotions positives, il s'avérait qu'ils n'arrivaient pas de s'empêcher en fait de regarder l'image tout entière. C'est-à-dire qu'ils ne regardaient pas simplement le visage, mais ils étaient capables ensuite de donner des détails de la maison. Et ce n'étaient pas les mêmes zones du cerveau qui étaient actives. Donc ce qui montre que c'est pas anodin en fait, et que si on veut en effet, quand on dit qu'on peut se changer, oui, on peut changer, on peut changer le monde, et voilà, je crois au projet d'Alexandre, et c'est maintenant scientifiquement prouvé. Donc pour suivre le projet d'Alexandre, ça sera sur la fabrique Spinoza. Pour vous suivre, Lisa, le mieux c'est de aussi consulter votre ouvrage pour voir un peu tout ce que vous avez compilé comme étude. Et Grégoire, donc c'est J'agis pour le vivant et Viginature qui référence tous les programmes. Voilà. Merci à tous les trois. On a un petit peu de temps, je pense, pour poser des questions, parce qu'après on reprend que vers 21h. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez une remarque à partager. Un programme citoyen, il y a une question vers le pilier et une qui est plus par là et une devant également, je vous ai repéré. Donc ça fait 3. Donc levez-vous s'il vous plaît, parce qu'on m'affirme que pour les caméramans, c'est pas très pratique si vous restez assis. Merci. Voilà, je mets on. Juste pour situer, je suis écologue de formation, j'ai été prof de SVT, de sciences de la vie, et maintenant je travaille dans la communication sur la biodiversité, donc c'est génial d'entendre tout votre enthousiasme, parce que c'est aussi ce que j'essaye de pratiquer au quotidien. Juste une toute petite anecdote, j'ai la chance d'habiter près du parc du Mercantour, et ils ont organisé un immense inventaire de leur biodiversité, l'inventaire généralisé de leur biodiversité, et à plusieurs reprises, ils organisent des événements grand public, qu'on appelle aussi des bioblitz, c'est-à-dire durant une période très limitée, 24 heures, on emmène un maximum de gens, pas des experts, dans la nature, et puis à eux de participer à l'inventaire. Et l'enthousiasme que décrivait Grégoire, je l'ai lu dans les yeux des gens, et vous leur mettez un filet entre les mains, vous n'arrivez pas à vous arrêter, il faut que la nuit tombe, quoi. Et cet émerveillement, c'est un sacré moteur, effectivement. Et du coup, j'ai juste une petite question sur la différence de culture entre la Grande-Bretagne et la France. Est-ce que vous avez des éléments d'explication sur cette différence de rapport aux sciences naturalistes et à l'observation naturaliste? Est-ce qu'on sait d'où ça vient, en fait? Alors, je pense qu'il y a des gens qui travaillent dessus. Moi, mon ressenti en tant que naturaliste, il y a une culture, mais il y a aussi une culture naturaliste en France. Je veux dire, on a eu Buffon, on a eu Lamarck, Fabre, donc il y a aussi ça. Mais il y a des très très grands naturalistes, incontestablement, en Grande-Bretagne. Il nous semble, à nous naturalistes, en tous les cas c'est un bruit qui circule dans les milieux naturalistes, qu'il y a une grosse différence de culture entre une approche, une culture, un socle culturel protestant et un socle culturel catholique. Alors, je ne suis pas spécialiste, donc ne m'en voulez, si je raconte des âneries, ne m'en voulez pas. C'est simplement, c'est ce qu'on se dit entre nous, parce qu'on a l'impression qu'il y a ça. Il y a une approche qui consiste à voir la nature comme quelque chose qui est mis au service de l'homme par Dieu. Et puis après, il y a le péché originel qui fait qu'en plus, il y a une mauvaise nature et une bonne nature. Et puis, il y a une approche qui consiste à dire qu'il y a des créatures qui ont été créées, parmi elles, il y a l'homme, et qu'elles sont un peu toutes égales. Il nous semble qu'il y a ça, quoi. Mais c'est vraiment du café du commerce. En tous les cas, il y a quand même quelque chose de très manifeste. En France, il y a 60 000 adhérents pour 67 millions de personnes à la Ligue de protection des oiseaux. En Angleterre, pour 85 millions de personnes, il y a 1 200 000 adhérents à l'équivalent de la LPO. Voilà. Ça, par contre, c'est factuel. Juste pour réagir sur le biomythe, j'aimerais bien savoir ce que c'est après la conférence, mais ça m'intéresse parce que je vois émerger des nouvelles manifestations de reconnexion à la nature qui sont collectives, des nouveaux rituels.
Alors on savait déjà qu'il en existait à l'étranger. Par exemple, vous connaissez le hanami, Hana, la fleur, mi, regarder de Milou en japonais. Hanami, c'est la cérémonie où on va examiner la beauté des cerisiers en fleurs. Et c'est quelque chose qui n'est pas réservé à une petite partie de la population. C'est une tradition japonaise. Et je voyais qu'en Angleterre, ils ont quelque chose qui s'appelle, je ne sais pas comment on le prononce, Wassail, W-A-2-S-A-I-L, qui est une forme de célébration des pommiers, où on va regarder la beauté des pommiers. Et moi, j'ai le sentiment que ces formats-là vont réémerger, qu'on va recréer des nouveaux rituels, possiblement qui iront au-delà des convaincus que nous sommes ici, ou pour conquérir plus largement, grâce à l'universalité de... Enfin, voilà, je ne vais pas... Il était prévu des sorties dans la première version d'Agir pour le vivant, qui a été complètement bouleversée par tout ce qu'on sait. Il était prévu des sorties de type BioBlitz. Donc les BioBlitz, c'est on réunit des spécialistes, mais vraiment des spécialistes, des papillons de nuit, des nématodes, des oiseaux évidemment, les vertébrés, c'est facile à trouver. Et puis on invite la population à venir faire du terrain avec ces spécialistes. Il était prévu, Agir pour le vivant avait prévu ça, mais voilà. Pour l'an prochain du coup. Il y avait une autre question, une devant. Alors, j'ai plus le micro, j'en avais noté une là, une là. Alors le micro est là-bas, après on le fait remonter, on le fait avancer. Oui, bonjour. Ça marche, je crois. Oui, bonjour, je m'appelle Mathieu. Du coup, je suis engagé depuis quelques années maintenant dans les milieux militants et un peu avec une association qui était Wings of the Ocean, dont Julien a parlé tout à l'heure, et avec la bascule aussi l'année dernière. Et dans ces milieux-là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse partie des gens qui sont blancs, CSP+, et du coup, quand on dit tous citoyens du vivant, je voudrais savoir comment on fait pour intégrer plus de diversité en fait, dans ce milieu qui est d'agir pour le vivant, en fait, quoi. On a... Dans ce laboratoire, qui est un laboratoire à l'origine purement d'écologie, maintenant il y a beaucoup de gens des sciences humaines qui nous ont rejoints. Il y a un philosophe, il y a des anthropologues, des sociologues. Et en fait, effectivement, on a regardé les profils des participants à Viginature et ouais, c'est un fait. En fait, c'est du temps, donc c'est plutôt des gens qui ont fini d'élever leurs enfants, passé 40 ans, 50 ans, des retraités et effectivement des occidentaux, voilà, des eurasiens comme on pourrait dire. CSP pas forcément, mais en tous les cas, clairement, il y a un problème de recrutement. On essaie de forcer la main à ce grand instrument national de nivellement social qui est l'éducation nationale. Ça prend parce qu'en fait c'est un excellent moyen d'enseigner les mathématiques, pas seulement la biologie, les mathématiques, l'anglais, etc., que de faire du participatif. Donc ça prend, c'est inscrit dans les programmes. Par contre, il y a quand même il y a des cloisons très très étanches avant d'essayer de commencer à pouvoir faire à l'éducation nationale. Mais effectivement, ce serait un des moyens. Après, il ne faut pas s'étonner, on a travaillé sur les canaux de recrutement des programmes de participatifs. Comme je vous disais, la personne elle avait entendu ça sur France Inter. France Inter, c'est déjà une radio qui est complètement qui est sélective, qui est dans son auditoire. Donc c'est aussi de la presse comme Terre Sauvage ou même de la presse moins spécialisée, c'est aussi très très sélectif. Donc on essaie de passer par quelque chose comme l'éducation nationale, où là, normalement, effectivement, on devrait pouvoir... Parce qu'il n'y a absolument aucune raison, en fait. C'est simplement une histoire de... Est-ce que ça atteint l'oreille ou pas, quoi. Et effectivement, les canaux qu'on utilise, nous, d'habitude, ça n'atteint pas les oreilles de tout le monde. C'est très sélectif. Donc on essaie de passer par des canaux qui atteignent toutes les oreilles. Petite remarque là-dessus. Oui, moi je crois aussi à l'apport de l'éducation nationale, même si c'est un peu décourageant, parce qu'on a l'impression que c'est pour... dans longtemps, mais nous, dans le cadre de notre projet, on est en train de discuter avec la Fondation Sève. Ils ont créé par Frédéric Lenoir, qui est notre président d'honneur, et cette fondation, ils ont 3000 facilitateurs qui sont autorisés à aller à l'école primaire, dans des classes, pour sensibiliser à des choses comme le fait de se centrer, de se concentrer. Et on est en train de voir s'ils ne pourraient pas inclure aussi un module de reconnexion au vivant, de telle sorte à ce que, pour moi, l'enjeu, ce n'est pas d'en parler, c'est d'en faire l'expérience. Donc arriver à amener ça comme une expérience, comme un vécu dans les écoles.
Alors, il y a plusieurs. Moi, je vais vous donner des conseils de lecture parce que voilà. Et après, il y a votre question, mais on a un petit peu le temps, donc j'en profite. Louis Espinassous, Éducation buissonnière, à lire. Louis, depuis des années, est un éducateur nature qui a beaucoup réfléchi, qui est poète par ailleurs et qui explique à quel point c'est important, en effet, de mettre les jeunes, même des quartiers. Souvent, ça permettrait de changer d'espace pour régler des problèmes qu'on n'arrive pas à régler chez eux. Je reviens sur Le Grand Secret du Lien qui va être publié à la rentrée. Je ne sais plus la maison d'édition, mais il y a un film qui sera associé et ce livre est juste génial. Moïna Fauchier de la Vigne aussi, avec un co-auteur, a écrit un livre sur l'école dans la nature qui donne plein de pistes et je peux vous assurer que je pense qu'il y a plein d'enseignants qui se bougent partout, mais les classes vertes, les classes de mer aussi étaient des moments au sein de l'éducation nationale qui permettaient d'aller beaucoup sur le terrain. Malheureusement, on s'est tellement déconnecté, les parents ont tellement peur que c'est très compliqué maintenant d'organiser ça parce qu'il y a des frayeurs, on a peur de la nature. Et dans Le Grand Secret du Lien, Frédéric Plénard revient énormément sur cette peur à plusieurs reprises en disant les plus durs à convaincre sont souvent les parents qui ont peur qu'il y ait des serpents dans les arbres, qu'il arrive des trucs aux gosses. Enfin, voilà, donc c'est juste une petite parenthèse lecture. Mais il y avait 2 questions devant, donc je ne veux pas monopoliser la parole. Donc il y avait une question là, et après on pourra retourner un peu derrière. On va essayer de faire un petit peu vite pour le coup, mais allez-y, levez-vous s'il vous plaît. Bonjour, merci de prendre ma question. Je voulais tout d'abord remercier chaleureusement les trois intervenants. Vraiment, c'est la passion qui vous caractérise et ça nous a apporté beaucoup de joie. Donc, merci de nous partager votre passion et de nous communiquer cette joie. Je viens des montagnes et à côté de chez moi, j'ai un établissement qui pratique aussi les sciences participatives. Je le communique au grand public si ça les intéresse. C'est le CREA, le Centre de recherche des écosystèmes d'altitude, qui travaille donc sur ces questions-là, sur des programmes Phénoclim et nouvellement Wild Mont Blanc, donc pour étudier la faune sauvage. Ils ont lancé ça pendant le confinement. Ça a eu un succès phénoménal. Donc voilà, il y a un site internet. Allez-y si ça vous intéresse. Pour ma part, je travaille sur les questions de changement climatique auprès des élus, auprès des entreprises, auprès de publics très très variés. Donc la question du changement m'interpelle depuis très très longtemps, enfin depuis 15 ans que j'y travaille. Et du coup, ça m'a amené à la question des émotions et des neurosciences. Comment est-ce qu'on fait pour effectivement changer nos comportements et puis se rendre compte des enjeux monumentaux qui sont devant nous et sur lesquels il faut réagir rapidement. Comme vous, je me suis intéressée aux émotions positives en me disant chacun a sa petite clé, allons chercher cette petite clé qui ouvre la petite porte vers le cœur, vers les émotions, vers les choses qui permettront d'engager ce changement. Et au bout de ce long travail, je viens au fait que c'est bien, effectivement, on arrive à réveiller un petit quelque chose, ces petits 10 minutes à la fin de sa journée de travail. Mais je pense que tant qu'on n'aura pas le courage d'affronter le reste du temps, c'est-à-dire les 8 heures passées au travail qui rendent les gens dépressifs, on n'arrivera pas à traiter le fond du problème qui est notre problème sociétal. Pourquoi est-ce qu'on grandit, on poursuit ce système qui rend les gens malheureux. Donc oui, pour éveiller la petite lumière, mais on voit bien que c'est aussi une fuite et on reste face à un gros déni, le déni de ces émotions extrêmement négatives. Là, on revient à la psychologie, aux émotions. Je n'ai pas trouvé d'autres moyens de me poser la question parce que la science nous a ses limites. Il faut aller vite, il faut aller vers du changement et le côté positif ne suffit pas. Voilà. Est-ce que vous avez traité ces émotions négatives? Je vais prendre tout de suite la question qui était là et après on va devoir s'arrêter. Je suis malheureusement désolée, on me fait des grands signes derrière. On me dit stop, stop, stop. Donc allez-y, vite et vite. Du coup, je rejoins quelque part ce que vient de dire la dame. Et en fait, j'avais une question un petit peu bête. C'est que j'ai l'impression que depuis ce matin, les gens qu'on entend principalement qui sont mus et motivés par cet agir pour le vivant sont principalement urbains. Et du coup, je me demande un peu pourquoi on n'est pas capable en fait, de sauter le pas et qu'on s'accorde ces 10 minutes de traverser un parc par jour et qu'on n'est pas capable en fait, tout simplement d'aller vivre au cœur de la nature, premièrement. Et deuxièmement, il y a ce passage via les nouveaux médias qui m'étonne et qui me fait poser la question si finalement, est-ce on n'est plus capable de vivre les choses pour nous-mêmes et que du coup on a tout le temps besoin de passer par une visibilité publique de ces moments de vivre de la nature et qu'en fait
il faut les rendre publics pour pouvoir les apprécier. En un mot ou deux. Ouais, alors juste pour les médias, parce qu'il me semble effectivement que j'ai parlé de médias, nous c'est parce qu'on recrute. Hein. On essaie de se faire connaître et de recruter, c'est pour ça qu'on passe par les médias. Mais sinon, une fois que les gens participent, il n'y a pas d'effet média. Et pour l'urbanité, parce que c'est une vraie question, c'est quand même 2 tiers des Français maintenant. Et il me semble que les gens qui se retrouvent sur le plateau, c'est des gens qui portent des projets. Porter un projet, c'est plus difficile. Enfin, moi, clairement, j'aurais pas été recruté si j'habitais à la campagne. Quoi. Voilà, je suis. Merci beaucoup. Désolée, j'ai la pression. Mais, merci beaucoup à tous les 3. Pour ceux qui sont inscrits, je crois qu'on peut se retrouver à 21h, c'est ça? Tout à fait, et je me permets aussi de rappeler qu'il y a une signature de Grégory Loss et Lisa Garnier à la librairie Actes Sud. Donc si vous voulez vous faire dédicacer des ouvrages, n'hésitez pas, c'est tout de suite. Merci beaucoup.